Originalité de la vie, vendredi 1er avril 2011, organisé en partenariat avec l'École normale supérieure, la Fondation pour la science, l'AIM, le Centre Cavaillès, le CIRFLES, le CEA et Innovaxion. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler. Donc je vais vous parler des météorites qui sont un peu entre le ciel et la Terre. Et je vais essayer de me placer à un niveau assez abordable, je l'espère. Donc le plan de l'exposé est le suivant. Après une brève introduction pour vous expliquer un petit peu ce que sont les météorites, je vous parlerai de la vie extraterrestre que certains ont cru avoir découvert dans ces cailloux qui viennent du ciel. Ensuite, je parlerai un peu des briques de la vie et de leur environnement de formation pour enfin conclure. Donc, pour quelques définitions, donc une météorite, c'est tout simplement un caillou tombé du ciel de taille qui peut tenir en gros dans la main, qui va avec des tailles qui vont du centimètre jusqu'à la centaine de mètres pour les plus grosses. Et ici, vous avez une photo d'une micrométéorite, qui est un objet beaucoup plus petit. Vous voyez la barre d'échelle 20 microns. Et ça, donc, sont des petites poussières qui proviennent aussi de l'espace. Il y a environ 10 tonnes par an de météorites qui tombent sur Terre et 10 000 tonnes par an de poussière qui tombent sur Terre. Alors, d'où proviennent ces objets ? Ces objets proviennent de collisions entre les petits corps du système solaire, essentiellement les astéroïdes et les comètes. Ici, vous avez une représentation artistique. Le temps de transport d'une météorite caractéristique pour être acheminée sur Terre, c'est entre 0,1 et 100 millions d'années. Alors, pour la géographie du système solaire, donc évidemment, vous savez que tous les corps du système solaire sont en révolution autour du Soleil et qu'il y a une série de 8 planètes. Les petits corps dont il va être beaucoup question ici, les astéroïdes, proviennent de la région située entre Mars et Jupiter. Ici, c'est une échelle logarithmique, attention. Et les comètes viendraient de plus loin, au-delà de Jupiter. Il semblerait que Jupiter soit la frontière entre astéroïdes et comètes, mais frontière probablement beaucoup plus perméable qu'on l'on a cru pendant longtemps. Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre la différence entre les petits corps et les corps planétaires. Les petits corps sont des objets qui ont très peu évolué géologiquement. Parce qu'ils sont petits, ils se refroidissent extrêmement efficacement. Donc la chaleur interne qu'ils ont emmagasinée est rayonnée dans l'espace, leur température ne s'élève pas. En revanche, les gros corps, eux, ont du mal à se refroidir. C'est le coup de l'écureuil par rapport à l'être humain. L'écureuil est obligé de boulotter tout le temps, tout simplement pour maintenir sa température à 37 degrés, parce que sa surface est petite par rapport à son corps, plus petite que pour nous. Et donc, les astéroïdes ou les comètes sont des objets qui ont peu évolué géologiquement et qui ont gardé leurs propriétés acquises soit dans le milieu interstellaire, dont a parlé Vincent, soit lors des premières phases d'accrétion des corps dans notre système solaire. En revanche, les planètes, comme la Terre, parce que ce sont des gros objets, ont perdu leur caractère primitif. On dit que ce sont des objets évolués. Donc géologiquement, ce sont des objets extrêmement différents. Les météorites, il y en a 3 grands types. Les météorites de pierre, qui représentent l'ensemble, la majorité des chutes de météorites. Les météorites de fer, 6%. Et les météorites mixtes, qui sont un assemblage de pierre et de fer, environ 1%. Alors, aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur les météorites de pierre, qui proviennent soit de la surface de corps planétaires, comme les météorites martiennes, qui proviennent de la surface de Mars, soit de la surface d'astéroïdes ou de comètes. Et là, vous avez un exemple d'une météorite assez célèbre, qui est une chondrite carbonée. Les chondrites carbonées représentent environ 4% des chutes de météorites. Et ces chondrites carbonées proviennent de la surface des astéroïdes carbonés et des comètes. D'accord ? Et ce sont essentiellement de ce type de météorites dont je vais parler aujourd'hui. Alors, la vie extraterrestre, il y a beaucoup de personnes qui ont cru la voir dans les météorites. Tout a commencé d'une certaine façon avec la chute de la première chondrite carbonée. Donc cette chute a eu lieu à Alais. En réalité, c'est Alès. Ils ont changé l'orthographe un peu plus tard parce que les gens d'Alès en avaient assez que les Parisiens prononcent Alais au lieu d'Alès. Et donc cette météorite est tombée à Alès en 1806. Alors cette météorite a eu relativement de la chance parce qu'en 1806, ça fait seulement 3 ans
que l'on est convaincu que les météorites sont d'origine extraterrestre à la suite d'un débat qui a duré environ 15 ans, d'un grand débat scientifique qui a animé toute la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Donc cette météorite tombe à point, et si elle était tombée quelques années auparavant, on l'aurait probablement jetée, tout simplement parce qu'elle est très différente des autres météorites, très différente parce qu'elle est noire et qu'elle est très riche en carbone. Les premières analyses des météorites, des chondrites, des météorites en général, des chondrites carbonées en particulier, ont eu lieu dans la première partie du XIXe siècle. Déjà à Halley, ils étaient capables de dire que ça contenait un petit peu de carbone. Et puis il y a eu plusieurs autres chutes importantes de météorites en 1838 et en 1857. Et les techniques analytiques, bien à l'époque, ont pu montrer que ces chondrites carbonées contenaient quelques pourcents de carbone. Et déjà, à la fin, au milieu du XIXe siècle, il y a des personnes qui pensaient que la matière organique, la matière carbonée dans les météorites, avait une origine organique et peut-être reliée à la vie. Alors, il y a eu aussi ce qu'on peut appeler maintenant des hurluberlus, mais peut-être ne l'étaient-ils pas à l'époque, qui ont cru voir des coraux dans les météorites. Donc ça, c'est un ouvrage relativement difficile à trouver, paru en 1880. Un très bel ouvrage avec de magnifiques planches dans lequel l'auteur essaye de convaincre le lecteur que tous les objets les plus communs des chondrites, qu'on appelle les chondres, vous voyez des photos ici, ne sont rien d'autre que des coraux ou des crinoïdes. Donc il consacre 50 pages à essayer de vous convaincre de ça. Alors ensuite, il se passe quelque chose d'assez important en 1864, c'est une chute très spectaculaire, la chute de la météorite d'Orgueil. Donc cette météorite, qui fait, donc 14 kilos sont tombés sur Terre environ, a créé un bolide de feu qui a été aperçu depuis le nord de la France jusqu'au nord de l'Espagne. Et cette météorite, pourquoi est-elle si exceptionnelle, à part sa chute qui a été très spectaculaire? Eh bien tout simplement parce qu'elle a la même composition chimique que le Soleil. C'est-à-dire que si vous analysez cette météorite au laboratoire et vous comparez sa composition chimique avec celle du Soleil déduite par spectroscopie, eh bien c'est la même chose. Donc cette météorite est probablement un des meilleurs exemples des briques de construction du système solaire que l'on ait. Alors dans cette météorite, qui est évidemment énormément étudiée, dont la masse principale est détenue à quelques centaines de mètres d'ici au Muséum national d'histoire naturelle, eh bien, il y a des chercheurs qui ont cru avoir découvert dans les années 60 des éléments organisés, et ils ont même appelé l'article Microbiological Examination of some Carbonaceous Chondrites. Donc vous voyez un exemple de ces éléments organisés que Klaus et Nagy, scientifiques éminemment respectables, ont annoncé avoir découvert dans la météorite d'Orgueil en 1961. Cette découverte a été reprise très très largement par la presse, et en particulier par ce magazine Planète, qui était le tenant du réalisme magique dans les années 60. Il faut vous rendre compte que Planète, c'était des centaines de milliers d'exemplaires vendus à chaque numéro dans les années 60. Ça a disparu maintenant, mais ça a été un phénomène culturel extrêmement important. Et les auteurs de Planète, qui étaient souvent assez audacieux, n'ont pas hésité à titrer « Oui, la vie existe ailleurs ». Alors, quelques années après, Anders et compagnie ont montré que ces éléments organisés n'étaient que de la contamination terrestre. Donc, pas d'éléments organisés dans Orgueil. Évidemment, vous avez entendu parler de la fameuse météorite martienne ALH 84001, dans laquelle McKay et compagnie ont annoncé en 1996 avoir découvert des traces de vie fossile sur Mars. Je ne rentrerai pas en détail dans le débat scientifique qui a eu lieu, mais en tout cas, il n'y a pas de preuve définitive que cette vie, que ces structures qu'ils ont annoncé avoir, qu'ils ont présentées comme étant des microfossiles, soient des microfossiles. Et puis, très récemment, Orgueil, Le Figaro a repris, mars 2011, une publication d'un journal assez peu respectable qui apparaît sur Internet, d'un scientifique de la NASA qui annonce encore une fois avoir découvert des cyanobactéries dans Orgueil. Donc c'est un petit peu, c'est comme les marronniers dans la presse, ça revient périodiquement, la vie dans la météorite d'Orgueil. Donc la vie extraterrestre. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc pour le moment, c'est certain, il n'y a pas du tout dans les météorites d'indication de vie extraterrestre. Très bien.
je ne vais pas m'appesantir sur les difficultés de mettre en évidence une vie qui n'est pas la nôtre, ce sera discuté cet après-midi. En plus, je ne suis pas certain que ce soit une question extrêmement intéressante. C'est-à-dire que, après tout, la Terre s'est aussi formée à partir d'objets qu'on peut appeler des météorites, des planétésimaux. D'accord ? Donc, il y avait une espèce de communauté de matière dans le système solaire qui fait qu'il importe assez peu, finalement, entre guillemets, de savoir si la vie est apparue sur un astéroïde ou sur la Terre. Je pense que ce qui est vraiment important, et ce qui sera discuté cet après-midi, ce sont les processus qui mènent de molécules relativement complexes, encore assez peu, jusqu'à la vie. Pour ce qui est de la cosmochimie, la seule chose, les questions auxquelles on peut essayer de répondre, qui sont des questions modestes, c'est est-ce que s'il y a eu une vie astéroïdale, quelle est la différence quelle pourrait être la différence avec la vie terrestre? Donc il y a deux choses que je vois qui distinguent les astéroïdes de la Terre, c'est le temps. Les astéroïdes, comme je le dis, sont des objets géologiquement morts, ils ont été actifs peut-être pendant 100 millions d'années, ensuite tout s'est arrêté. Donc il y a eu peut-être de l'eau liquide un petit peu, de la chaleur, mais ça a duré très peu de temps. Donc on rebondit sur une question à laquelle moi je ne peux pas répondre, combien de temps a-t-il fallu à la vie pour se développer? D'accord ? Donc ça, on peut le mettre en contexte avec ce qu'on sait à la fois de l'évolution des planètes et de l'évolution des astéroïdes. Et puis on peut se poser, si on a justement l'idée du contexte dans lequel la vie s'est développée, la question des conditions environnementales de cette vie. Donc c'est un petit peu maintenant ce dont je vais parler, essayer de répondre à ces questions très simples pour lesquelles la cosmochimie, qui est l'étude des météorites, peut apporter des réponses. Combien de temps ? Alors, donc l'origine, je vais aussi me supposer réfléchir, disons, sur la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Sachant que moi je la connais très mal, puisque je ne suis pas biologiste, donc j'espère que je ne dirai pas de bêtises, mais mes collègues biologistes ne manqueront pas de me corriger cet après-midi si je me suis trompé. Donc ce sur quoi je vais réfléchir, encore une fois, ce sont sur les deux seules choses sur lesquelles les météorites peuvent apporter des éléments de réponse. C'est l'environnement dans lequel la vie est née. Et donc, il y a deux façons de réfléchir à cet environnement. C'est l'environnement astrophysique, c'est-à-dire la structure du système solaire, dans quelle mesure la répartition des planètes telles que nous la connaissons, la répartition des astéroïdes telles que nous la connaissons, contraint la vie. Et puis, l'environnement géologique. L'environnement géologique, c'est-à-dire, encore une fois, il y a une différence très profonde dans la géologie d'une planète évoluée comme la Terre et la géologie d'un astéroïde. Et puis, une autre question à laquelle on peut essayer d'apporter des réponses, c'est dans quelle mesure les météorites ont-elles pu contribuer à certains des ingrédients indispensables à la vie, comme les éléments biogéniques, l'eau, l'énergie, les catalyseurs pour catalyser les premières réactions chimiques, ou encore le confinement de tous ces éléments. Donc, pour différencier une planète comme la Terre, pour la faire évoluer, donc encore une fois en supposant, je m'intéresse à la vie telle qu'elle est apparue sur Terre, donc sur une planète évoluée, il y a trois sources d'énergie pour différencier une planète, qui sont l'énergie électromagnétique, l'énergie gravitationnelle et l'énergie nucléaire. Il est fort probable que c'est l'énergie nucléaire, c'est-à-dire la décroissance radioactive de certains éléments comme l'aluminium-26, qui ait apporté la chaleur nécessaire à la différenciation et à l'évolution géologique de la Terre qui se poursuit de nos jours. D'accord. Et il se trouve, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé récemment, qu'il y a peut-être seulement quelques pourcents des systèmes solaires qui contenaient cet élément radioactif au moment de leur naissance. On pense, les derniers modèles montrent que le système solaire serait né dans une espèce de coquille de gaz froid autour d'une étoile massive chaude et que c'est cette étoile massive qui aurait ensemencé la coquille en aluminium-26, un autre élément radioactif. Donc là, on a une contrainte astrophysique. Tous les systèmes solaires ne naissent pas dans un environnement astrophysique comme celui-ci. Pour ce qui est de l'apport des éléments biogéniques, donc dans les météorites dont j'ai parlé déjà, les chondrites carbonées, il y a des molécules organiques. Il y a toute une zoologie, un très grand nombre de molécules organiques qui ont été trouvées plus ou moins complexes. Elles sont en général, on arrive à des molécules plus complexes que celles qui sont trouvées dans le milieu interstellaire. Alors parmi ces molécules, on trouve des acides aminés,
évidemment qui sont les constituants des protéines, et les nucléobases que l'on retrouve dans l'ADN. L'origine extraterrestre de ces molécules est certaine en raison de leur composition isotopique, par exemple, qui est très différente de la composition isotopique terrestre. En outre, ces acides aminés, par exemple l'isovaline, eh bien, possèdent des excès énantiomériques et sont dominés par la forme L. Vous venez d'entendre un brillant exposé sur cette question. Et donc, il semblerait que les acides aminés apportés sur Terre par les météorites portaient déjà, d'une certaine façon, cet excès de la forme gauche. D'où viennent ces molécules organiques que l'on trouve dans les météorites? Certaines ont probablement été formées dans le milieu interstellaire, dont parlait Vincent, mais certaines ont aussi probablement été formées au début du système solaire, dans le disque d'accrétion, dans lequel les météorites et la Terre ensuite se sont formés. Je ne pense pas, ça encore une fois, que ce soit une question fondamentale, dans la mesure où il y a plusieurs environnements astrophysiques où l'on sait que l'on peut parvenir à des objets, à des molécules relativement complexes. Enfin, pour reproduire, si vous voulez, la quantité de matière organique que l'on sait être présente sur Terre, eh bien, il suffit tout simplement de quelques dizaines de comètes ou d'astéroïdes carbonés. Et ça, ce n'est pas un problème, parce que l'histoire de la Terre, on le sait, a été peuplée d'impacts avec des corps, des comètes, des astéroïdes. Donc, apporter toute la matière organique depuis l'espace n'est pas un problème. Mais, encore une fois, que ça vienne des météorites, d'une certaine façon, si on voit la Terre comme une gigantesque météorite, ça ne nous dit pas, ça ne nous apporte pas grand-chose sur la question de l'origine de la vie. Ensuite, si on suppose que sur Terre, l'eau est indispensable à l'arrivée de la vie, à l'apparition de la vie, eh bien, il faut comprendre comment l'eau est apparue sur Terre. Et on pense qu'elle est arrivée à la fin de sa formation et qu'elle a été apportée par des comètes et des astéroïdes carbonés qui sont riches en eau. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Parce que tout simplement, à l'endroit où la Terre s'est formée, eh bien, il y avait assez peu d'eau qui était présente. Alors, il y a des modèles qui sont faits par le groupe d'Alessandro Morbidelli à Nice, dans lequel ils essayent de simuler numériquement la formation de notre système solaire et l'apport de l'eau. Donc là, vous voyez, ils essayent de reproduire numériquement quelque chose qui ressemble au système solaire. Donc là, vous avez la distance au Soleil, et là, vous avez les résultats de leur simulation. D'accord ? Donc le système solaire, eh bien, c'est tout simplement quelque chose où vous avez Mercure ici, Vénus par là, la Terre, et puis Mars. Ils essayent seulement de reproduire le système solaire interne. Donc vous voyez que pour certaines de leurs simulations, ils ne sont pas très loin. Et puis ensuite, ils codent avec la couleur l'apport de l'eau. D'accord ? Donc parce que l'eau est apportée par les astéroïdes et les comètes qui viennent de plus loin. Donc plus vous êtes bleu, plus vous contenez d'eau. Et vous voyez qu'ici, dans cet ensemble de simulations, eh bien, vous formez des systèmes solaires dont les planètes internes contiennent un peu d'eau, comme la Terre. Et ça, ils l'obtiennent pour un Jupiter qui aurait une orbite relativement circulaire, alors que quand Jupiter a une orbite excentrique, eh bien, ils ne l'obtiennent pas. Donc ça, par exemple, ça nous dit que pour qu'il y ait eu de l'eau sur Terre, eh bien, il aurait fallu que Jupiter fût circulaire au moment de l'apport de l'eau sur Terre. Donc sans Jupiter, peut-être, il n'y aurait tout simplement peut-être pas eu d'astéroïdes ni de comètes, tout simplement, parce que c'est Jupiter qui a empêché d'une certaine façon la formation d'une planète, et donc qui a fait que des petits corps ont survécu jusqu'à nous. Et puis, il semblerait qu'il aurait fallu que Jupiter soit excentrique pour expliquer la présence d'eau sur Terre. Enfin, pour ce qui est des catalyseurs, alors ça, les météorites sont assez précieuses, puisque dans les météorites, on voit à toute petite échelle, c'est une photocopie, une microscopie en transmission. L'échelle ici, c'est 100 nanomètres, et là, vous avez la matière organique qui est étroitement associée avec des minéraux catalyseurs. Alors, on peut même aller plus loin, c'est ce qu'a fait Michel Morette il y a 10 ans, c'est de dire que les micrométéorites, donc qui sont des petites poussières, donc là, vous voyez la taille de quelques dizaines de microns, sont un relativement bon site pour des premières réactions chimiques prébiotiques, parce que vous avez un confinement, tout simplement parce que lorsqu'elles se rendent dans l'atmosphère, elles se couvrent d'une couche de magnétite, donc vous avez une espèce de coquille, qui confine quoi ? Des minéraux, qui servent de catalyseurs, de la matière organique, et en plus elles contiennent de l'eau. Et donc c'est un bon site éventuellement pour commencer
des premières réactions chimiques et de telle façon à ce que les produits de ces réactions soient confinés. Je voudrais juste évoquer rapidement une question sans m'attarder là-dessus. On sait depuis 20 ans ou 30 ans, depuis la Lune en gros, que l'impactisme, même si sur Terre on y est assez peu sensible, parce qu'à l'échelle humaine il y a très peu de gros impacts, sinon on ne serait pas là pour en parler, et parce que sur Terre, encore une fois, comme c'est une planète active, les cratères ont complètement disparu, ce qui n'est pas le cas sur la Lune. Mais on sait maintenant qu'il y a eu des milliers d'impacts. Par exemple, l'impact qui a créé les dinosaures, il y a certaines époques de la Terre, qui a détruit les dinosaures, il y a certaines époques de la Terre où il pouvait y en avoir un tous les 1000 ans. D'accord ? Donc ça a joué certainement un très grand rôle dans le façonnement de l'histoire de la Terre et donc de la vie. Généralement, on considère que les impacts ont un rôle uniquement destructif, puisque si la vie est déjà apparue, par exemple si on prend la limite Crétacé-Tertiaire, l'impact qui a provoqué la disparition des dinosaures a provoqué la disparition de 95% de la faune. Donc en général, ça a quand même, pour une vie qui est déjà là, un aspect destructif. Mais il y a des gens qui ont proposé aussi que ça pouvait avoir un aspect constructif, parce que tout simplement, ces impacts libèrent beaucoup d'énergie. Si ce sont des impacts d'objets qui contiennent de l'eau, eh bien, ça peut aussi être des sites pour le début de la vie. Donc, juste un transparent de conclusion. Donc, pour moi, la question importante sont celles des processus. Il ne faut pas oublier du tout ça. On a parlé, Étienne Klein a parlé des origines ce matin. Une des façons de ne pas trop tourner en rond pour cette question des origines, c'est, en tout cas pour ce qui est des scientifiques, de s'intéresser à la question des processus. Et la cosmochimie, ce n'est pas parce que les météorites ont apporté des acides aminés sur Terre que les météorites ont apporté la vie sur Terre. Elles peuvent répondre à certaines questions qui ont trait à l'environnement de l'apparition de la vie et à l'apport de briques élémentaires de la vie sur Terre. Donc des questions que j'ai soulevées, c'est combien de temps faut-il pour faire la vie et sur quel type de corps céleste. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais sur Terre, la tectonique des plaques a peut-être été aussi a joué un rôle positif dans l'apparition de la vie. Ensuite, certes, la vie terrestre, en tout cas la présence d'eau ou d'éléments radioactifs, a l'air d'être liée à la présence de Jupiter. Mais n'oublions pas qu'on a seulement un exemple. Et on sait maintenant, avec la découverte des exoplanètes, qu'il n'y a pas un système solaire qui ressemble à un autre. Donc on peut très bien imaginer des systèmes solaires sur lesquels il y a de l'eau, sur une planète, avec une température modérée, sans qu'il y ait de Jupiter. Donc il faut vraiment aussi garder ça en tête, qu'on a un exemple, que la formation planétaire, la formation stellaire, la formation planétaire sont des événements stochastiques, donc vous avez quand même, vous êtes très très loin d'un déterminisme. D'accord ? Et donc il faut faire attention quand on essaie de répondre aux questions d'origine de la vie. Et voilà, donc je viens juste de parler des micrométéorites et des impacts. Merci de votre attention. Innovaxium, parce que vous ne grandirez jamais autant qu'en innovant.